Voilà, justement, on parlait de la perception de la réalité. Et ben oui, torticolis, ouais. Et justement, Marc va nous parler de ça, de la perception de la réalité. Alors, les chamans en Mongolie vous disent que ce qu'on perçoit pendant la transe, c'est aussi la réalité. C'est juste un accès différent à la réalité, mais tout ça constitue une grande réalité qu'on perçoit différemment quand on est en transe et qu'on perçoit différemment quand on n'est pas en transe. Voilà. Mais pour eux, c'est la même chose. Merci Corinne, merci Martine, merci à toute la Belgique. C'est toujours un plaisir d'être avec les Belges parce que vous avez une écoute qui est souvent bien supérieure à celle des Français. Alors, vous avez vu La Bête. Donc, c'est vrai que on peut être très troublé par ce genre d'expérience. Surtout quand on vient de la science, puisque moi, c'est mon chemin. Et c'est vrai que quand j'ai rencontré Corinne, c'est Christian Manil, qui certains d'entre vous le connaissent. Il a fait un documentaire qui s'appelle « On a retrouvé la mémoire de l'eau ». Donc c'est lui qui m'a suggéré de prendre contact avec Corinne, parce qu'elle recherchait des scientifiques pour comprendre ces états modifiés de conscience. Donc ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est évidemment une partie qui vient de la science, c'est-à-dire de tout ce que j'ai appris. J'enseigne à l'université de Strasbourg, la chimie, une discipline bien concrète. Et c'est en partie aussi, je pense, lié à tout un tas d'expériences que j'ai eues dans la vie et qui m'ont amené à une vision un petit peu originale. Alors, ce que j'aimerais qu'on discute un petit peu ensemble ce soir, c'est qu'est-ce que la réalité ? Vous avez ici une image, on demande à un artiste de représenter la réalité. Vous voyez, la question est posée. Je vous laisse un petit peu regarder cette image pour essayer de voir un petit peu ce que l'artiste a voulu exprimer. Donc à gauche, vous avez un personnage qui dit « je pense que », puis à droite, vous avez quelqu'un qui fait « kaboum » dans sa tête. C'est un petit peu ce qui se passe dans les états modifiés de conscience de la transe. On est déconnecté du cerveau. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. C'est-à-dire que le corps parle. Et quand le corps parle, vous le savez tous, le corps ne sait pas mentir. Contrairement à la conscience qui est très forte pour masquer la réalité. Donc quand on est scientifique, évidemment, c'est la première question qu'on se pose. Qu'est-ce que la réalité ? Et notre première réponse qu'on apprend sur le banc du lycée, qu'on apprend de façon courante dans les universités, c'est que notre réalité vient de Galilée, en fait. Galilée a été le premier qui a essayé de définir ce qu'on appelait la réalité. Donc, il a mis en place ces concepts qu'on appelle l'espace, le temps, la masse, le mouvement, qui est le produit de la masse par la vitesse, et aussi l'énergie. Et je crois que la grande contribution de Galilée, c'est qu'il a été le premier à dire que le mouvement pouvait ne pas avoir de cause. C'est-à-dire qu'on pouvait bouger sans raison. Parce qu'avant, Aristote, lui, disait qu'au contraire, il y avait forcément une cause au mouvement. Et Galilée a été le premier à nier ça. Et c'est grâce à ce renoncement à la causalité du mouvement qu'il a pu faire toute la belle physique qu'il nous a laissée. Et je vous ai mis ici les points les plus importants. Alors, je ne sais pas si j'ai un pointeur. Et voilà. Il nous a laissé cette notion qu'on appelle un groupe de symétrie. C'est la façon la plus subtile que vous pouvez avoir d'un phénomène physique. C'est-à-dire que vous avez un phénomène en face de vous, vous posez la question, comment je peux modéliser ce phénomène ? Eh bien, vous allez chercher une symétrie. C'est-à-dire, vous allez transformer votre système, et si votre système se transforme et que vous voyez la même chose, eh bien, à ce moment-là, vous savez que vous tenez quelque chose de très fort de la réalité. Appelle la réalité physique. Alors, ce que nous a appris donc Galilée, c'est qu'il y avait des translations spatiales, on peut se translater dans l'espace, on peut tourner, on peut se translater dans le temps, et aussi on peut changer son état de mouvement.
Et c'était ça la grande révolution de Galilée, c'est qu'on ne peut pas percevoir ce changement d'état de mouvement s'il se fait en vitesse linéaire et uniforme. Peut-être vous en êtes encore dans votre tête à Galilée. C'est pour vous l'espace à 3 dimensions. Et pour ceux qui ont un petit peu lu, qui ont un petit peu travaillé, vous savez qu'il y a eu une grande révolution au début du XXe siècle, où notre conception de la réalité en tant que scientifique a changé. On n'était plus dans un espace à 3 dimensions. On est passé dans un espace à 4 dimensions. Là aussi, on a eu un groupe de symétrie, ça s'appelle le groupe de Poincaré. Et c'est pour ça qu'on associe très souvent la théorie de la relativité, non pas à Albert Einstein, mais à Henri Poincaré. On retrouve exactement les mêmes choses que chez Galilée. Par contre, ce qui a changé, c'est le mouvement. C'est-à-dire que maintenant, on mélange l'espace et le temps. Le temps devient quelque chose de relatif. Alors, pour vous expliquer la différence de conception, quand vous êtes chez Galilée, que vous posez une question, où est cet objet? Que répond Galilée? Il est ici, à cet endroit. Quand vous êtes en relativité, cette réponse est fausse. Pourquoi? Parce qu'il faut que vous dites à la même question, l'objet est ici, à ce moment. Il faut que vous rajoutiez le moment, parce que le moment est relatif à l'observateur. Ce n'est pas quelque chose qu'on partage tous les observateurs, chacun a son temps. Et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans la transe chamanique, c'est que le temps est très relatif. On a une très belle illustration de la relativité. Comment on a su que le temps et l'espace se mélangeaient? Ça a été la grande puissance d'Einstein. Vous voyez, il est parti de ça. Alors ça, c'est ce qu'on appelle les équations de Maxwell. Et c'était la première fois qu'au XIXe siècle, on introduisait à côté de la masse quelque chose qui n'avait pas de masse. Ça s'appelait le champ électromagnétique. Et la physique venait de découvrir qu'il y avait en fait 2 entités dans l'univers, les entités qui avaient des masses et les champs. Et les 2 choses étaient un petit peu irréductibles. Et tout simplement, ce qu'a fait Einstein, il s'est dit, les champs, on connaît leur relation d'équation, peu importe la mathématique, ça a une forme. Et il a cherché qu'est-ce qu'il fallait faire comme transformation mathématique pour conserver la forme de ces équations. Et c'est là où il a vu qu'il fallait que le temps se mélange à l'espace. Et donc la conclusion, c'est que, c'est peut-être encore ça qui est dans votre tête, c'est qu'on vit dans un espace à 4 dimensions. 3 coordonnées pour le temps, pour l'espace, et 1 coordonnée pour le temps. Là, vous êtes relativiste. On a mieux. Et là, plus personne ne le connaît, celui-là. C'est Ebenezer Cunningham. Cunningham, en 1907, va se dire « Waouh, je suis dans un espace à 4 dimensions, l'espace de Minkowski. » Et il s'est dit « Mais comment Einstein a trouvé ça ?» Il a regardé les équations de Maxwell. Eh bien, Cunningham va reprendre les équations de Maxwell et il va se dire « Est-ce qu'il n'existerait pas un groupe de symétrie plus élevé ?» Parce que c'est comme ça qu'on détecte les dimensions en science. On cherche quel est le groupe de symétrie, et effectivement, il va trouver qu'il y a de nouvelles symétries. Par exemple, la symétrie de dilatation. C'est-à-dire que vous prenez un objet et vous le grossissez. Une nouvelle symétrie. Alors, c'est très simple, vous prenez un bout de vide, qui est vide, et vous le dilatez. Qu'est-ce que ça devient? Du vide. Donc rien n'a changé, donc j'ai une symétrie qu'on appelle l'invariance d'échelle. Il va aussi trouver 4 nouvelles symétries qui sont ce qu'on appelle les symétries conformes. C'est-à-dire que vous pouvez aussi changer les angles tout en gardant la réalité constante. Et qu'est-ce qu'il va trouver? Il va trouver que l'espace n'est pas à 4 dimensions, mais à 6 dimensions. C'est écrit ici, vous voyez. Le groupe s'appelle ISO de 4,2. Vous faites 4 plus 2, ça fait combien? 6. Vous êtes à 6 dimensions. Alors évidemment, la tâche qu'il va falloir faire, et ça Cunningham ne l'a pas fait, ça a été fait beaucoup plus tard, c'est de savoir quelle était la signification physique de la 5e dimension. Et aussi de la 6e, puisqu'il y en a 6. Et on a étudié ça d'après, et il y a des gens très sérieux qui ont trouvé que la 6e dimension, la 5e dimension, c'était l'échelle. C'est-à-dire cette liberté que vous avez de vous déplacer dans l'échelle. Et pas simplement dans l'espace ou dans le temps. C'est-à-dire que quand vous avez en face de vous un objet, eh bien, par exemple, vous êtes un objet d'étude très intéressant, vous pouvez parler de vous à l'échelle de vos molécules,
vous êtes à une petite échelle. Vous pouvez parler de vous à l'échelle d'une cellule. Ah, vous avez multiplié l'échelle par 1000. Ou vous pouvez parler de vous à l'échelle d'un organe. Là, vous avez encore fait une multiplication par 1000. Vous voyez, vous changez l'échelle d'observation et vous restez toujours vous-même. C'est-à-dire que si je reprends ma question de tout à l'heure, cet objet, c'est quoi? Vous devez dire quand vous êtes chez Cunningham, cet objet est ici, maintenant, et à cette échelle d'observation. L'échelle devient une variable. Et puis on en a une sixième. La sixième, c'est celle dont je vais vous parler maintenant. C'est évidemment, pour moi, celle qui contemple la capacité qu'on a à contempler les 5 autres dimensions. Et pour moi, il n'y a qu'une seule chose qui est capable de faire ça, c'est la conscience. Alors, juste avant ça, je voudrais vous parler évidemment très rapidement d'une grande révolution qui a eu lieu en même temps que cette révolution du concept de dimension. C'est le fait qu'on ne va plus voir la matière comme une chose, mais comme une vibration qui est supportée par un champ. Alors en fait, ce qu'on a fait, c'est tout simplement transposer, recycler l'idée de Maxwell que les champs existent et on les a simplement appliqués à la matière. Ça s'appelle la physique quantique, qui consiste à voir que ce que vous croyez être une masse, en fait, est une vibration. Et ce que nous apprend la physique quantique, c'est ceci. C'est-à-dire que vous voyez qu'il y a ici, pour la première fois en physique, une inégalité. C'est-à-dire que vous ne définissez pas la réalité par une égalité, mais par une inégalité. Qu'est-ce que ça veut dire quand vous avez une inégalité? Eh bien, ça veut dire que vous avez 2 cas. Le cas où l'inégalité est satisfaite, ça s'appelle le monde réel, celui que vous expérimentez. Mais il y a l'autre cas aussi, celui où l'inégalité n'est pas satisfaite. Et ça s'appelle la réalité virtuelle. Donc en fait, la réalité, maintenant, on sait qu'elle est double. Il y a quelque chose qui est réel, qu'on observe, et il y a quelque chose qui est virtuel, qu'on n'observe pas. Et je vous le donne en 1000, qu'est-ce qui pilote la nature? C'est ce qu'on n'observe pas. Ce qu'on observe n'est qu'une conséquence de ce qui se passe dans un monde virtuel. Alors, la grande révolution, ça s'appelle la seconde quantification, c'est que la réalité virtuelle, on la connaît très bien, c'est ce qu'on appelle le vide, et on peut puiser dans le vide de l'énergie. Donc s'il y a encore quelques sceptiques dans la salle, je les invite à aller lire ce papier qui est publié dans une revue très sérieuse, qui s'appelle Nature. C'est une des grandes revues scientifiques. Regardez ce qu'on a fait, on a pris un morceau de vide, bien vide, on a placé 2 miroirs, et qu'est-ce qu'on a fait? On a fait du mouvement. Et qu'est-ce qu'on a vu apparaître là où il y avait du vide? De la lumière. Donc la conclusion, c'est qu'il y a de la lumière dans le vide. Et donc le vide, que vous croyez vide, n'est pas vide. Cette expérience le montre, vous voyez, elle a été faite en 2011. Alors, j'en suis là, pour ceux qui veulent un peu des choses concrètes. Nous vivons donc, selon les équations de Maxwell, dans un espace à 6 dimensions. Alors j'ai bien précisé les choses. Le chat, il est à droite ou à gauche? Le gamin, il est devant ou derrière? Si je suis ici, je peux être en haut de l'escalier ou en bas de l'escalier. Ça, c'est ce qu'on appelle l'espace. Ensuite, j'ai le temps. Là, je suis jeune, là, je suis vieux. J'ai la 5e dimension, c'est l'échelle. Je suis petit, je suis gros. Et la 6e dimension, c'est la conscience. Est-ce que ce que je vois est réel ou est-ce que je vois est virtuel? Vous avez ces 6 possibilités d'action. Juste pour vous dire que la physique quantique est assez surprenante. Ça s'appelle l'expérience du choix retardé. Elle a été faite avec de la matière en 2015. Pour ceux que ça intéresse, je leur dis d'aller lire ce papier. Et qu'est-ce qu'elle montre? Elle montre qu'on peut réécrire son passé. C'est-à-dire que vous faites une expérience et en choisissant de faire l'expérience de façon retardée, vous allez modifier le passé. Ça, c'est pas banal, parce qu'on a toujours l'impression que le passé ne peut pas être modifié. La physique quantique nous apprend que cette réalité que vous pensez être fixe ne l'est pas. On peut modifier son passé comme on peut modifier son futur. Donc les voyages dans le temps existent. Je voudrais vous montrer aussi comment on voyage dans l'échelle. Parce que ça, c'est ce qui est le moins naturel chez nous, de changer l'échelle. Voyager dans l'échelle, en fait, c'est tout bête. Vous le faites tous les jours.
il suffit d'écouter de la musique. La musique est un voyage dans l'échelle. Vous pouvez changer l'échelle des choses. Et ici, j'ai un très bel exemple qui a été fourni par Joel Steinheimer. Ça a été publié en 1983. Ce que vous voyez là, c'est une expérience du CERN. On a envoyé un proton qui est rentré en collision avec une particule, et vous voyez, on fait une gerbe de particules. Et ce qu'a montré Joel Steinheimer avec les lois de la physique quantique, transposées dans l'échelle, évidemment, en utilisant la 5e dimension, il a montré que la décomposition que vous voyez, que le physicien voit comme ça, c'est un accord de sol septième majeur qui finit sur un la mineur sixième avec septième augmenté. C'est-il pas beau ? Autrement dit, ici je vois de la masse, là je vois de la musique, c'est la même chose. C'est-à-dire que j'ai le droit de me déplacer dans l'échelle, et on a pu montrer en physique que la variable conjuguée de l'échelle, c'était la masse. Quand vous vous déplacez dans l'échelle, vous vous déplacez dans les masses. Et les masses, en fait, ne sont que des vibrations. Alors, ça, je pourrais vous le jouer, cet accord, si j'avais un clavier. Corinne le jouerait bien mieux que moi. Mais on peut faire mieux. Pourquoi ? Parce qu'on est tous faits de protéines, et on peut transposer, par les lois de la physique quantique, chaque protéine qui nous constitue en une note de musique qu'on peut jouer soit en activation, soit en inhibition de la protéine. Et maintenant, je vais vous les faire écouter, ces ondes d'échelle, pour que ce que je dis soit bien concret. On a pris une protéine qui est la glutathion peroxydase. Vous la connaissez ? Alors, je vous explique à quoi elle sert. C'est celle que vous mettez en œuvre dès que vous luttez contre le stress oxydatif. Vous avez des radicaux qui se produisent dans votre corps. Hop, on va déclencher, on va utiliser la glutathion peroxydase pour limiter ce stress oxydatif. Vous voulez l'écouter ? En version échelle ? Écoutez. De faire votre premier voyage dans l'échelle. La musique que vous avez entendue a été composée il y a 2,3 milliards d'années par l'évolution, puisque la glutathion peroxydase est une protéine eucaryote qui a été fabriquée par la nature, et je viens de vous le faire écouter. Elle contient plus de 300 ou 400 acides aminés qu'on a transformés en une série de notes de musique. Est-ce que vous avez remarqué une fausse note ? Est-ce que cette musique vous a touché ? Oui, vous pouvez pleurer avec ça. Et si elle vous touche, c'est que vous êtes en état de stress oxydatif. Et je peux vous le dire, on est tous en état. Donc cette musique ne peut que vous toucher. Donc après, qu'est-ce qu'on fait quand on a mal ? On va se libérer une petite endorphine. Dans le cerveau, c'est la molécule qu'on libère pour éviter d'avoir mal, de la douleur. Donc vous voyez, quand je vous dis qu'on voyage dans l'échelle, c'est que vous entendez une note de musique à votre échelle et vous allez affecter une protéine qui est à une échelle de 4 nanomètres, 4 milliardièmes de mètre. Vous faites une transposition sur 10 puissance 24 ordre de grandeur. Et ça vous touche. Parce que ces aides d'échelle existent, ce sont des réalités. Alors, ce que je vais peut-être vous apprendre aujourd'hui, c'est qu'on peut voyager dans l'échelle avec la musique, on peut voyager dans l'espace avec les jambes. On peut voyager dans le temps avec quoi ? Les bras. Quand vous voyez un chef d'orchestre, qu'est-ce qu'il fait ?
il bat la mesure, il donne le tempo. Donc les bras, vous faites voyager dans le temps, les jambes vous font voyager dans l'espace, la musique vous fait voyager dans l'échelle. Qu'est-ce qui nous manque? C'est de pouvoir voyager dans la 6e dimension. Et c'est là où moi, ce que j'ai ressorti des trans, où j'ai eu aussi la chance de mourir, et donc de faire ce qu'on appelle une NDE. Quand vous sortez comme ça de votre corps, vous voyez que la conscience est toujours là. Elle n'est pas partie. Et moi, le fait que je sache qu'il y a une 6e dimension, ça me rassure. Parce que je sais où je vais maintenant. Quand je vais mourir, je sais où j'irai. J'irai dans cette 6e dimension. Vous pouvez contempler les 5 autres. Vous pouvez le faire aussi par des expériences de sortie hors du corps ou par, tout simplement, vous le faites tout simplement quand vous rêvez. Vous voyagez dans la 6e dimension. Alors évidemment, ce qui est troublant dans cette 6e dimension, c'est que vous devez quitter votre corps de matière. Et ça nous fait peur. Je suis là pour vous dire, n'ayez pas peur. Vous pouvez le faire, soit par la transe, soit par carrément, vous arrêtez votre cœur de battre et vous verrez ce qui se passe. Super. Je peux vous dire que là-haut, on est bien. Et on est là. Il y a la conscience qui est là. Donc, on peut faire ça. Ça, c'est un petit peu parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent du cerveau. Et ça, c'est quelque chose que je suis allé chercher, c'est Thor Nortranders. Il nous apprend, c'est un schéma que j'aime bien, ça s'appelle le diagramme de Kupfmüller. Vous avez les sens, vous avez les réactions corporelles qui viennent de ces sens, vous avez le cerveau et vous avez la conscience. Et vous voyez que on a la possibilité de travailler à 3 niveaux. On peut travailler ici, au niveau directement du sens et des corps, c'est ce qu'on appelle l'inconscient. On peut travailler là, dans la tête. Ou alors, on peut travailler ici, dans ce qu'on appelle la conscience, et ça consiste à simplement défausser de l'information. Quitter, accepter de se libérer de l'information pour pouvoir se concentrer sur ce qui est important. C'est pour ça, quand vous regardez, quand vous voyez la bande passante ici, on passe de 20 bits par seconde à 10 milliards de bits par seconde. Donc, suivant que vous êtes là, vous pouvez appréhender la réalité soit à 10 milliards de bits par seconde, soit à 1 million de bits par seconde, soit à 20 bits par seconde. Et ce sont des modes que la nature vous offre. Il suffit simplement, vous avez la clé ici, inhiber l'inhibition. Ce qu'on découvre en neurosciences, c'est qu'il y a des circuits inhibiteurs qui nous coupent certaines expériences qu'on a vécues. On peut réactiver ces circuits. Par contre, si on les laisse, on est dans l'état de conscience et on peut le faire aussi, donc, comme vous l'avez vu tout à l'heure, par l'hypnose. Quelques physiciens que j'aime bien. John Wheeler, c'est le créateur des trous noirs. Alors lui, il va très loin. Il dit « le bit fabrique la chose ». C'est-à-dire que quand vous êtes en physique quantique, je vous ai expliqué que la matière n'existait pas, c'était une vibration. Wheeler va plus loin, il nous dit, derrière la vibration, il y a de l'information. Et tout l'univers serait fait d'informations. It from bit, en anglais, c'est un jeu de mots. Le bit fabrique la chose. Et vous voyez très bien son état d'évolution. Au début, il a cru que tout était fait de particules, c'est-à-dire de masse, de matière. Puis après, il a découvert les équations de Maxwell. Il s'est dit, ah, génial, les équations de Maxwell, la physique quantique, tout est fait de champs. Et puis, il s'est dit, ah, merde. Et si tout était fait d'informations? C'est-à-dire que ce sont à ce moment-là des champs quantiques qui sont des suites de nombres. Et c'est peut-être ça la réalité, finalement. Le monsieur que vous voyez là, on croit qu'il a fumé du hache. Hein. Il s'appelle Max Planck. C'est quand même un des papes de la physique. Regardez ce qu'il nous dit le 25 janvier 1931. Je considère la conscience comme une chose fondamentale. Je considère la matière comme dérivant de la conscience. Planck ne peut pas rêver plus intellectuel que lui. Les choses que nous considérons comme existence postulent qu'il y a de la conscience. Donc lui, il était déjà allé dans V6, dans la 6e dimension, pour pouvoir écrire ça. On a aussi ce personnage, que j'aime bien aussi, Werner Heisenberg. Alors lui, il est carrément jeté.
Je pense que la physique moderne a définitivement tranché à faveur de Platon. En fait, les plus petites unités de matière ne sont pas des objets physiques au sens ordinaire du terme, ce sont des formes, des idées qui ne peuvent être exprimées de manière non ambiguë qu'au moyen du langage mathématique. Et c'est pour ça que vous n'aimez pas la physique quantique à cause de Heisenberg. Mais là, il va quand même un petit peu loin. Il va carrément dans le monde des idées de Platon, c'est-à-dire que là, on n'est carrément plus du tout dans la matière. Alors moi, j'aime pas trop ça, de trop quitter la matière, parce que j'ai fait de la transe chamanique, et la transe chamanique, c'est vraiment une histoire de viande. Là, je peux pas adhérer à ce que dit Heisenberg. Alors je me suis posé la question, de quoi je suis fait ? Et j'ai été sidéré quand j'ai trouvé la réponse, elle est là. C'est-à-dire que quand vous comptez le nombre de molécules qui vous constituent, qu'est-ce que vous trouvez ? De l'eau, encore de l'eau, rien que de l'eau. Donc vous êtes fait d'eau. Et la conclusion pour moi a été évidente, c'est que si je suis fait d'eau, et si je suis conscient, c'est qui est conscient ? C'est l'eau. Donc moi je mets la conscience dans l'eau. Peut-être baisser un peu le son. Et là je vais vous lire un petit poème. Parce que c'est ça aussi la science, c'est savoir être poète de temps en temps. Les mots sur les étiquettes te le disent. Les recettes dans les publicités reçues par email aussi. Et il y a beaucoup à parier qu'au travail, pour s'amuser, tu puisses voir ces fameux mots dès aujourd'hui. Ajouter juste de l'eau. Tu serais surpris de voir combien de choses sont sèches et inutiles, tant qu'on ne les a pas apportées. Ce liquide magique, connu de tous, que tu utilises pour répondre à cet appel. Ajouter juste de l'eau. Pour illustrer et prouver ma pensée, rappelle-toi que sur toute la nourriture que tu viens d'acheter, on trouve écrit en clair et sans ambiguïté des instructions qui rendront ta cuisine légère. Ajouter juste de l'eau. Tu peux maintenant acheter des fruits séchés, des soupes, des gâteaux délicieux, du lait en poudre et des jus lyophilisés. À tous ces produits aux multiples usages, tu dois ajouter juste de l'eau. Imagine un instant, s'il te plaît, une terre aride et déserte, dépourvue de toute arbre. Elle pourrait devenir une terre fertile, riche et bonne, et tout à fait productive, si tu pouvais ajouter juste de l'eau. Qu'est-ce qui change le ciment en béton ? Qu'est-ce qui change la graine en blé doré ? Aucune autre chose du langage humain ne peut répondre. Mais ces simples mots, eux, le peuvent. Ajouter juste de l'eau. Qu'est-ce qui se passe quand j'ajoute de l'eau sur une graine ? L'expérience a été faite par Van Helmont au XVIe siècle. Il a vu apparaître une plante. Et pourtant, il n'avait ajouté que de l'eau. Donc la vie, c'est de l'eau. La conscience, c'est de l'eau. Il faut la placer maintenant. Et ce que nous dit Wheeler, c'est que l'information est importante. Est-ce que l'eau ne serait pas un support d'information ? Vous avez la réponse ici, c'est qu'on est fait de membranes. Ça, c'est une membrane, bicouche lipidique. Et vous voyez, qu'est-ce qu'on trouve de part et d'autre de la bicouche ? Juste de l'eau. Eh bien, cette eau, lorsqu'on fait de la physique quantique, regardez ce qui se passe. Elle va aller chercher l'énergie du vide, dont je vous ai parlé tout à l'heure, pour s'exciter. Et alors, on sait qu'elle s'excite à peu près à 12 électronvolts. Ça correspond à peu près à une longueur d'onde de 100 nanomètres. Ça veut dire que vous découpez sur la surface de chaque membrane hydratée des petits cubes de 100 nanomètres par 100 nanomètres. Et qu'est-ce que vous pouvez faire ? Bien, vous pouvez dire que dans ces petits cubes, on a ce qu'on appelle de la cohérence de phase. Je n'ai pas le temps de vous expliquer ce que c'est, mais c'est-à-dire que toutes les molécules se comportent comme un seul bloc. On écrit 1. Et si au contraire les molécules d'eau sont incohérentes, on écrit 0. Ceux qui ont fait un peu d'informatique reconnaissent très bien ça. C'est une mémoire. Et on peut calculer,
Par exemple, on sait que sur une cellule eucaryote, on a 10 kilooctets comme ça pour écrire. On est fait de 3,72 puissance 13 cellules, ça fait 372 pétaoctets de mémoire. 372 pétaoctets, c'est un sacré disque. Pour vous donner la capacité de stockage, c'est 17 siècles de vidéos Blu-ray. Mais il y a mieux. Il y a le mycélium, qui peut atteindre 100 tonnes, 10 puissance 21 cellules. Là, on est à 45 milliards d'années de vidéos Blu-ray. Vous me rappelez l'âge de l'univers ? 14. Ça, c'est vous. Vous êtes évidemment de l'eau. Savez-vous qu'il y a 622 000 litres d'eau qui vous traversent tous les jours ? 622 000 litres d'eau. Que si on reprend cette règle de 10 kilooctets par cellule, en chaque seconde, vous êtes traversé de 100 hexaoctets par ces domaines de cohérence. Je vous ai mis ici le trafic Internet mondial, 96 hexaoctets par mois. C'est-à-dire qu'en une seconde, dans votre corps, vous faites passer l'équivalent de tout Internet qui, lui, passe par mois. Je ne sais pas si vous imaginez le flux d'informations que ça fait. Donc là, on voit ce que voulait dire Wheeler, en fait. Parce que là, on comprend qu'on est de l'information. Alors ça aussi, ça m'a donné des idées, parce que je ne suis pas qu'un théoricien, je suis aussi un expérimentateur, j'expérimente la transe chamanique. Et je me suis dit, bon, l'eau est consciente, j'ai fait d'une membrane en fait, eh bien on va essayer de le montrer. Et c'est là où je suis allé chercher une machine qui se trouve à Gaillac, s'appelle un effet Corona. Vous mettez une goutte d'eau ici sur une électrode, et puis vous enregistrez une image. Et puis ce que j'ai fait, j'en ai profité, comme je connaissais Corinne, de prendre ma chamane favorite. Et je lui ai dit, on va aller voir ce que les gouttes d'eau ont à nous dire. Donc j'ai fait faire des trans à Corinne sans qu'elle sache sur quoi elle transitait. Non, elle était en transe. Par exemple, sur ce qu'on appelle, ceux qui connaissent, le quinton. Et pendant que Corinne faisait sa transe, elle nous racontait l'histoire de l'eau de mer, sans savoir qu'elle parlait d'eau de mer, c'est né qu'après qu'elle a su. Et puis on a profité pour acquérir des images, donc ça c'est l'eau isotonique avant, ça c'est après. Là pareil pour l'hypertonique, qui est en fait la solution saline qui a été diluée pour donner l'isotonique. On voit très bien que l'eau réagit, c'est-à-dire que l'image change. Et alors là, on a fait mieux. On est allé chercher des mycéliums, parce que je savais que les mycéliums, comme je vous ai expliqué, ça mémorise quasiment tout un univers. Shiitake, Coriolis. Je ne peux pas vous dire comment on s'est marré à entendre Shiitake et Coriolis discuter entre eux par l'intermédiaire de Corinne, qui était là, elle faisait sa transe devant Shiitake, devant Coriolis, et les deux qui discutaient, et moi ceci, et moi cela. On était pliés de rire. En fait, moi, je ne savais pas qu'il y avait plusieurs champignons, il y avait différents champignons, donc ils me mettaient devant quelque chose, et puis je savais que c'était du mycélium, mais je ne savais pas s'il y en avait plusieurs, s'il y en avait, voilà, il y avait un truc. Et effectivement, il y avait deux tout petits personnages, mais tout petits, et ça discutait tous les deux, et je faisais toutes les voix de ces deux trucs, et c'était très rigolo. Je dois l'avoir quelque part, là, la transe, ou peut-être que tu l'as. Non, je ne l'ai pas, là, sur mon... Ouais. Et c'était vraiment, vraiment rigolo, mais je voyais vraiment ces deux petits personnages sans savoir ce qu'il y avait là. Et après, Marc m'a expliqué qu'en fait, il n'y avait pas qu'un seul champignon, il y en avait deux, et il m'a expliqué qu'effectivement, j'avais probablement perçu ces deux entités, ces deux informations, et qui discutaient, voilà. Et vous voyez, ça c'est Shiitake avant, regardez après. Vous avez vu la couronne ? Ça c'est avant, ça c'est après. On a l'impression que le champignon, il a pris son pied, quoi. Non mais c'est des champignons, zut ! Alors bien sûr, j'ai pris ma chamane favorite aussi. Ça c'est son index gauche et droit. Avant la transe, après la transe. Donc vous voyez que là on voit très bien qu'il y a une modification complète de la manière. La couronne n'est pas une aura, c'est la manière dont vous réagissez à un champ électrique et vous créez une intensité lumineuse qui reflète un état global de ce que vous êtes à un moment donné. Comme j'aime bien mettre la main à la pâte, j'ai mis aussi le doigt. Donc voilà mes doigts avant, voilà mes doigts après. Donc là on voit bien des modifications. En particulier, j'ai inversé la gauche et la droite.
Ça a été l'effet d'assister à la transe. Et ça, c'est Émilie, ma compagne, qui était là aussi. Donc elle, carrément, alors, elle a complètement réagi aussi à la transe. Et on voit très bien donc que participer à une transe, même si vous n'êtes pas en transe, ça a un effet. Je voudrais terminer en allant très très loin. Un jour, je lisais un article, et j'aime bien lire ces genres d'articles, c'est quelqu'un qui posait la question dans un forum, combien d'êtres humains ont vécu sur Terre depuis que l'homme existe. Je vous donne le chiffre qui était donné dans l'article, 108 milliards. Et tout de suite, moi j'ai gambergé. J'ai fait un film. Je me suis dit, une personne dans sa vie, elle doit traiter beaucoup d'octets. J'ai fait un petit calcul rapide, je connais la bande passante de la conscience, j'ai pris qu'on vivait 100 ans, j'arrive à ça. Ensuite, j'ai lu un autre article qui m'explique que la conscience, c'est une invention récente de l'humanité, à peu près 70 000 ans. Et je me suis dit, imaginons qu'on se réincarne. Parce qu'il y a des philosophies qui vous disent ça, qu'une fois que vous mourrez, moi comme je sais qu'il y a la 6e dimension qui existe, je vais là-haut. Ah, merde, qu'est-ce que je fais de l'information que j'ai acquise sur ma vie terrestre ? Eh bien, c'est pas grave. Parce qu'on a un autre mécanisme, ça s'appelle la gravitation quantique à boucle, pour ceux qui connaissent. Ça consiste à aller écrire l'information sur l'échelle de Planck qui fait 10-35 mètres. Grosso modo, vous entortillez l'espace pour écrire le 1, et puis d'un autre côté, vous ne l'entortillez pas, ça fait 0. Et donc, ce qui se passe quand vous mourrez, c'est une hypothèse que je vous propose. Quand vous mourrez, tout votre truc qui est dans votre eau corporelle, vous le downloadez dans le vide. Ce qui fait que vous pouvez quitter votre corps et monter enfin dans V6, vous voyez tout l'univers, devant toute l'échelle, vous avez droit à toutes les symétries. Et puis, comme vous le savez, vous avez votre petit bout d'espace qui contient tout ce que vous étiez avec toutes vos incarnations, et vous voyez là des choses pas belles que vous avez faites. Parce que vous êtes dans V6 maintenant, vous n'êtes plus dans M4, l'espace de Minkowski. Vous avez accès à tout ce que vous avez vécu. Et vous dites, là, j'ai pas été bon. Devinez ce qui se passe. Vous vous dites, on en reprend pour un coup. Je retélécharge depuis le vide dans le bébé tout ce que j'ai acquis via mes membranes, et c'est reparti. Vous voyez, ça peut fonctionner, c'est-à-dire qu'on peut parler d'une vie après la mort, il n'y a aucun souci, c'est parfaitement scientifique, et j'ai fait des petits calculs, comme toujours. J'ai cherché, mais si je voulais stocker 700 incarnations à 3,2, 32, 10 puissance 18 octets, il me faudrait quel volume ? Eh bien, il me faudrait 7, 10-82 mètres cubes. Je vous ai mis ici le volume d'un proton, c'est 10-45 mètres cubes. C'est-à-dire que tout ça, mes 700 vies peuvent tenir sur une toute petite fraction d'un proton. C'est aussi simple que ça. Il y avait un physicien qui s'appelait Richard Feynman qui disait « There is plenty of room at the bottom ». Il y a beaucoup de place quand vous raisonnez à une petite échelle. Et encore une fois, n'oubliez pas qu'on a cette 5e dimension qui est la symétrie d'échelle, c'est-à-dire vous avez le droit, quand vous êtes en conscience, pas en matière, mais en conscience, de passer de l'échelle de Planck jusqu'à l'échelle des galaxies. Parce que c'est une symétrie d'échelle et on vous l'autorise. Voilà, on va terminer sur ce petit poème, là aussi. Écoute plus souvent les choses, être. La voix du feu s'entend. Entends la voix de l'eau. Écoute dans le vent le buisson en sanglots. C'est le souffle des ancêtres. Ceux qui sont morts ne sont jamais partis. Ils sont dans l'ombre qui s'éclaire et dans l'ombre qui s'épaissit. Les morts ne sont pas sous la terre. Ils sont dans l'arbre qui frémit. Ils sont dans le bois qui gémit. Ils sont dans l'eau qui coule. Ils sont dans l'eau qui dort. Ils sont dans la case. Ils sont dans la foule. Les morts ne sont pas morts. Écoute plus souvent les choses que les êtres. La voix du feu s'entend. Entends la voix de l'eau. Écoute dans le vent le buisson en sanglots. C'est le souffle des ancêtres morts qui ne sont pas partis.
téléchargerez, le poème est un peu plus long, mais je voudrais juste que vous reteniez ça. Écoute plus souvent les choses que les êtres. Ils sont autour de vous. Si tout ce que j'ai dit est vrai, les gens qui sont morts ont laissé leurs traces dans le vide. Et quand vous êtes dans un état modifié de conscience, quand vous êtes dans cette 6e dimension, que ce soit par la transe ou par les rêves, vous avez accès à ces informations. Les morts ne sont pas morts. Et ils sont partout. Ils sont dans l'eau, ils sont dans le vent, ils sont dans le feu. C'est pas moi qui le dis, c'est un poète noir qui a écrit ce texte sans aucune culture scientifique et sans aucune notion de ce que c'est que la physique quantique ou la théorie des champs. Parce qu'on peut accéder à la réalité par, évidemment, la science, comme je l'ai fait, mais aussi par l'art, par la musique, par la poésie. Il y a des tas de façons. Et ce que je voudrais vous dire, donc, comme message, c'est que n'ayez pas peur de la mort. N'ayez pas peur de la transe chamanique. Ce que vous avez vu là, c'est une réalité. Mais c'est une réalité qu'on choisit, nous, d'exprimer. C'est-à-dire que quand j'ai fait les trans que Corinne vous a montrées, c'était bien moi. Et c'était ma réalité. Ma réalité au moment où je faisais les trans, c'est que j'étais une panthère, j'étais un loup, j'étais un poisson, j'étais un macaque. Mais j'étais ça. Parce que j'ai accepté de l'être. Et puis, comme vous me voyez aujourd'hui, j'ai un comportement à peu près normal. Sauf que je vous raconte des choses extraordinaires, puisque je vous dis que l'espace a 6 dimensions et pas 4. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai ressorti de la transe. Et là, je voudrais remercier Corinne pour en être arrivé à ce niveau de compréhension que je peux vous expliquer aujourd'hui avec des mots qui, je l'espère, sont suffisamment simples. Voilà, après, si vous voulez en savoir plus, il y a le livre que j'ai écrit, donc L'eau et la physique quantique. Il y a des livrets, parce que je n'ai pas pu tout mettre dans le livre. Ça, c'est un résumé du livre. Ça, c'est pour comprendre comment on traite l'information et aussi la notion d'exformation. Ça, c'est pour ceux qui sont fascinés par le vide et qui veulent savoir qu'il n'est pas vide. Et ça, c'est pour tous les gens qui veulent travailler les ondes d'échelle. C'est là que vous trouverez toutes les informations. Il y a aussi, donc, comme vous l'avez compris, l'eau est très importante. Donc on a fait dans l'association que j'ai créée avec Émilie Lefort, on a fait la petite plaquette quelle eau boire pour que vous sachiez exactement quel type d'eau, parce que l'eau est importante, c'est en buvant une eau de bonne qualité que vous pouvez accéder à des niveaux de conscience très élevés. Puis il y a des revues, là par exemple Kaizen vient de sortir un souffle quantique, où j'interviens un petit peu. Il y avait déjà au mois d'octobre Sapiens, qui avait déjà parlé donc de la physique quantique. Et aussi, comme je vous l'ai dit, comme on peut voyager à travers le temps, eh bien je me suis associé à une psychogénéalogiste pour essayer de comprendre comment on peut remonter dans ses vies antérieures en analysant son arbre généalogique. Voilà, je vous remercie pour votre attention et puis si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Je vais laisser ça. Comme je le proposais tout à l'heure, je propose que le professeur Tolel commence plutôt son intervention, et on rassemblera les questions en fin de conférence. À toi, hein. C'est Martine. C'est la première fois où je ne vais pas utiliser un ordinateur pour pouvoir présenter les choses que... Est-ce qu'on m'entend sans effet Larsen, là? Ça va? Juste pour me présenter un petit peu,
Avec Marc, on a une grande familiarité du point de vue des disciplines. On est tous les deux physico-chimistes. On a partagé pendant très longtemps le même laboratoire. Mais on a des spécialités qui sont très différentes. Et moi, je m'occupe de résonance magnétique. Et c'est une chose qui m'a passionné pour pouvoir étudier, à côté de mon activité principale, le fonctionnement du cerveau. Et donc, pendant une vingtaine d'années, 20-25 ans, dès que j'avais une minute de libre, je me posais la question de savoir comment ça marchait dans notre tête. Et j'avais été absolument passionné, fasciné par le fait que en 95, on a observé les premières imageries fonctionnelles, voir le cerveau fonctionner en temps réel. Et je m'étais dit, avec ça, on dispose d'un outil extraordinaire pour comprendre ce qui se passe dans notre tête. Et par conséquent, je me suis mis à regarder, à lire, à tout ce que je pouvais. Et quand j'ai lu le premier livre de Corinne, la première chose que je me suis dit, tiens, il faudrait que je rencontre cette personne, parce que en fait, elle fait des choses, elle a expérimenté des choses que nous, les scientifiques, on doit pouvoir étudier et faire un écho à ces pratiques. Et donc, on peut peut-être l'aider. Et du coup, j'ai essayé de monter un groupe à Strasbourg de scientifiques qui pourraient travailler autour de Corinne de façon à montrer que toutes ces activités-là, il n'y a pas de discontinuité entre la compréhension scientifique d'un côté et de l'autre côté, ce que sont les pratiques chamaniques. Il se trouve que quelques années après, il y a eu un renversement des choses. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, au mois d'août 2016, j'ai eu une compression de la moelle épinière qui a été opérée et dont l'origine était une origine cancéreuse. J'avais des nodules qui s'étaient développés autour de la moelle épinière. Donc j'ai été opéré, je n'étais pas sûr que je récupérerais ma motricité, donc peut-être que je remarcherais, peut-être que je remarcherais pas, c'était pas gagné. Et de la même façon, il y avait quelque chose d'intéressant, c'est que il y avait au milieu de tout ça une maladie qui s'appelait le cancer, sur lequel je ne connaissais absolument rien. Et donc j'ai fait à peu près la même chose que ce que j'ai fait pour le cerveau. J'avais la chance d'avoir mon ordinateur dans la chambre de l'hôpital, puis dans le centre de rééducation. Et chaque jour, j'y allais tranquille, je lisais 20-30 articles. Et puis, comme je suis un chercheur, eh bien, c'est pas difficile. Une des premières choses qu'un chercheur fait, c'est que dans un domaine donné, il réétablit l'état de l'art. Donc, ça s'appelle faire sa bibliographie et regarder où est-ce qu'on en est. Bon, et pendant quelques semaines, quelques mois, j'ai fait l'état de l'art et je me suis aperçu qu'on ne comprenait pas grand-chose au cancer. Et donc je me suis lancé dans l'aventure de comprendre qu'est-ce que c'était le cancer. Et je me suis retrouvé à devoir récupérer ma motricité, comprendre ce que c'était le cancer. Et quand j'étais en plein milieu de tout ça, c'était pas des choses très très faciles. Et j'ai pris contact avec Corinne pour l'informer de la situation dans laquelle j'étais. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas parlé. Et Corinne me dit, tiens, ça serait bien l'occasion de se revoir parce que quand même, ça fait longtemps. On s'est revus et elle m'a fait écouter la boucle de son dont on a parlé tout à l'heure, et cette boucle de son était quand même un des objectifs qu'on avait dans notre groupe, c'était d'arriver à transformer les sons du tambour en une boucle de son. Donc, entre-temps, Corinne avait fait ce travail-là avec des aides, des gens qui avaient modélisé au niveau informatique, etc. Maintenant, je me trouvais dans une situation très particulière. J'étais un scientifique, je faisais de la résonance magnétique et je m'apercevais qu'avec la boucle de son, on pouvait inverser la chose. On pouvait mettre les humains comme étant des échantillons et on allait observer le comportement de ces échantillons en utilisant un dispositif physique. Et
je pouvais bénéficier d'être un des premiers à être un échantillon observé. Et moi, dans mon métier, je fais toujours le contraire. C'est moi qui mets des échantillons dans mon appareil et pas moi qui suis l'échantillon. Et par conséquent, la question que je me suis posée, c'est est-ce que si je veux conserver une attitude de scientifique, est-ce que je peux arriver à rendre compte de ce qui se passe dans ma tête quand je suis un échantillon qui écoute une boucle de son qui, normalement, provoque la transe chamanique. Ça, c'était pas facile. Pas facile de savoir comment s'y prendre. La seule chose qui était à peu près sûre, c'est que comme je suis un scientifique, la première chose qu'on fait, c'est de prendre un cahier de laboratoire. Donc j'ai pris un cahier et j'ai commencé à noter les choses. Et quelques-unes des choses que je vais vous raconter, ce sont simplement des lectures, des notes que j'ai prises sur la transe chamanique, c'est mon cahier de laboratoire. La première, je vais avoir un problème. Il faut que j'enlève mes lunettes, il faut que je tienne mon cahier, il faut que je tienne le micro et que je perde pas les notes de mes pages. Merci Marc. Voilà. On se retrouve avec Corinne et maintenant j'ai noté. On bavarde pour se donner des nouvelles, la boucle de son est prête et la caméra aussi. Corinne se met près de moi et commence la transe. C'est elle qui transe d'abord, se transe avec moi. Je suis relaxé et calme pendant toute la transe. C'est fini. On me met le casque maintenant. J'entends des sons de fréquence probablement dans les 200, 400 Hz, des variations de fréquence, d'amplitude, de phase, et je m'efforce de me tenir à distance de l'observation. Je souhaite aussi que les proches puissent m'aider, parce que je ne sais pas très bien où je suis. Et puis, un mouvement de mon bras, et puis d'une jambe. Je suis un peu surpris de ces spasmes-là. Ce sont des spasmes du genre neuropathique. C'est normal, j'ai des douleurs neuropathiques avec mes problèmes de motricité et de compression de la moelle épinière. Puis les deux bras. Et ce ne sont pas des spasmes en fait, ce sont des mouvements des deux bras, puis d'une jambe, des deux, puis des quatre membres. Les mouvements m'apparaissent désordonnés. La jambe en appui, le bassin se lève, se baisse. Vous avez vu comme je bouge sur la vidéo. La respiration vient en hyperventilation, puis tout s'arrête, la respiration redémarre, une succession de respirations courtes d'amplitude croissante. Et quand finalement le son du casque s'arrête, les mouvements s'arrêtent aussi. Ouf, je commençais à fatiguer. Hors conscience, hors contrôle, je pourrais observer de façon distante, mais pas intervenir. Je m'assois, on papote avec Corinne. Mon crâne est chaud, comme après un effort de concentration intellectuelle intense et prolongé. Puis, on discute de façon animée avec elle, on parle du traitement métabolique que je suis en train de mettre en place. Voilà, ça c'est ma première observation. Et de cette observation, après la lecture de mes observations, je me dis, tiens, en fait, sur le fond, j'ai beau être un échantillon dans cette affaire, je peux prendre des notes, et ces notes, en fait, peuvent faire partie des choses qui sont objectivables. Je sais ce que j'entends, je peux noter des choses, etc. Et tout ça, ça peut faire partie d'un compte-rendu scientifique tout à fait rigoureux. À partir de là, je me suis dit, c'est bon, j'ai compris, je vais vraiment tenir mon cahier de labo à jour. Alors évidemment, je pourrais vous en raconter parce que j'en ai des quantités fabuleuses. Non, ça qui est une toute petite partie, j'en ai au moins le triple là-bas. Les questions qui se posaient à moi, c'était dans ces notations, dans ces observations,
qu'est-ce qui pouvait petit à petit révéler des choses qui ont trait au fonctionnement spécifique de la transe. Première question, en fait, si vous m'avez vu tout à l'heure sur la vidéo, j'ai bougé un bassin que j'avais beaucoup de mal à bouger à ce moment-là. J'ai bougé des jambes alors que j'étais à une période où j'étais avec des cannes. Par conséquent, c'était des mouvements que je n'arrivais quasiment pas à faire. Juste derrière ça, évidemment, je suis rentré à la maison. Et quelles sont les choses qui me sont arrivées? Les premières choses qui me sont arrivées, c'est que les trans ont recommencé d'elles-mêmes à la maison. D'elles-mêmes. J'ai pas décidé de transer. Au début, c'était sympa, on récupérait un petit peu des observations, et au bout d'un moment, c'était beaucoup moins sympa, parce que je transais pas une fois, je transais pas 2 fois par jour, je transais pas 3 fois par jour, je transais 10 fois par jour, je transais 12 fois par jour. Et quelquefois, ça durait 10 minutes, et quelquefois, ça durait 2 heures. Par conséquent, la transe avait quelque chose qui prenait un peu le pas sur moi. Alors, quelquefois, c'était sympathique, quelquefois, c'était très rigolo, quelquefois, c'était très gênant. Je suis sur la table de massage au centre de rééducation, et d'un seul coup, je me mets à transer. Et qu'est-ce qui se passe quand la kiné s'aperçoit que le rideau qui était devant bouge à toute allure? Elle dit « Ça va, monsieur Tolel ?» Et moi, très gêné, j'essaie de dire « Non, mais là, j'avais une impatience, c'était pas... » Voilà. Ce genre de problème était assez délicat à gérer. Au bout d'un petit moment, alors je voudrais celle du 9 février. Quelque temps après, j'ai compris que dans la transe, il y avait quelque chose qu'on pouvait maîtriser. Et celle-là, je vais vous la raconter parce qu'elle est trop importante. Corinne explique que, en fait, c'est bien joli, mais on peut avoir une intention quand on va démarrer sa transe. Alors, j'ai compris, on peut faire une transe de soi-même, on peut la déclencher, mais on peut avoir une intention. On aimerait bien que cette transe se fasse autour de quelque chose. Étant scientifique, je me dis quelle intention je peux avoir. Évidemment, je pose des questions et c'est pas forcément toujours les questions les plus simples. Alors, je démarre cette transe avec la question suivante. Je voudrais venir à bout du cancer par étapes, en commençant par retrouver le bon fonctionnement des jambes. Je voudrais apprendre et comprendre. Voilà. Alors, c'était un programme, hein. Voilà, bien sûr que j'avais tout ça dans ma tête, mais c'est pas exactement ce qu'on appelle des questions simples. Bon, enfin, la transe se déroule, je lis les notes que j'ai prises, la transe se déroule en petites séquences, avec un repos entre chaque séquence. Je n'ai pas encore compté le nombre de séquences, mais peut-être 8, quelque chose comme ça. La structure des séquences est bascule latérale du bassin avec mouvement homolatéral des bras. Quand le côté gauche du bassin va vers les pieds, le bras gauche allongé, le long du corps va aussi vers le bas, et puis ensuite on change de côté. Ça, c'était le premier mouvement. J'avais fait ces observations, je voulais m'y tenir. Je vois un deuxième mouvement qui est dans les séquences, et qui est une bascule antéro-postérieure en soulevant le bassin. Les points d'appui sont les épaules, les talons et les pointes des pieds tendus. On baisse, on remonte, on répète. Troisième mouvement, on expire et puis en gonflant la poitrine, on tire l'amplitude très fort. La ceinture se tend, la ceinture qui était sous le diaphragme, qui était en fait les conséquences de ma compression modulaire, a été très serrée. On la dilate. Ok. Repos. Venez faire 3 mouvements et j'ai eu droit à un petit moment de repos. Donc ces 3 mouvements sont venus tout seuls. Ça venait, tu te faisais sans réfléchir, tu les connaissais pas, c'est des mouvements spontanés. En fait, si on regarde la première vidéo de la première transe,
Tous ces mouvements étaient déjà dedans. Mais ils étaient joués tellement en accéléré que j'avais aucune chance de retrouver là le mouvement 1, le mouvement 2, le mouvement 3. Après la séance de repos, les 2 premières séquences de mouvements sont lents, puis rapides, puis alternent, changent d'amplitude et de fréquence. Les bras frappent très fort le matelas, la tête oscille, et je m'humecte les lèvres. Les mouvements de son sont très forts à l'expire. Et à la 2e séquence, je commence à dire allez, ça c'était pour la commencer. Pourquoi? Je ne comprenais pas pourquoi il fallait faire ça. Et puis, quand je suis arrivé à la fin de la séquence, j'ai compris. Ça, c'est pas moi qui disais ça consciemment, hein. C'est ce qui sortait de ma bouche au fur et à mesure des mouvements. Allez, pourquoi? J'ai compris. Et la séquence suivante, elle a été rejouée au ralenti. Premier mouvement lentement, puis je répète. 2e mouvement lentement, puis je répète. 3e mouvement, puis je répète. Repos. J'ai appris. On recommence un peu plus rapide. Et sans les périodes qui me font répéter. Je répète, je fais les choses plus rapidement sans répétition. J'ai droit à un petit repos encore. On recommence un peu plus vite et je commente à chaque fois à voix haute au moment de l'expire. La session est terminée. J'ai appris et j'ai compris. J'ai compris. On venait de me donner une leçon. Ce que je devais apprendre, je pouvais le comprendre. Les séquences de ces mouvements avaient été décomposées pour moi pour que je comprenne de quoi il s'agissait. Je joins les mains sur la poitrine et je dis merci. Merci avec la gorge nouée et puis merci, je pleure. Je me laisse aller, je me détends et puis finalement je rajoute c'est gentil. J'ai un sentiment de gratitude et que je ressens pour le monde entier. Et j'ajoute, merci Corinne, je pleure de joie. Voilà les choses qu'on peut observer pendant la transe. Je voudrais évidemment vous en raconter des dizaines de cette nature. Cette leçon était une grande leçon. Ce que j'ai compris, c'est que il y avait un autre moi-même qui me donnait la leçon de choses que je pouvais faire et qui pouvait adresser les soins dont j'avais besoin. J'ai bénéficié de ces soins et je pense que, bien sûr, j'ai été rééduqué. Tu pourrais me donner de l'eau ? De l'eau. Juste de l'eau. J'ai été rééduqué en centre de rééducation, mais la plupart de mes moments intenses de rééducation en kiné ont été doublés de moments de transe. Donc en fait, la transe guidait quelque part mes efforts de rééducation et après des mois, je suis absolument convaincu que j'ai reçu, grâce à la transe, des soins très intenses sur ma motricité. Ça serait une histoire un peu longue de vous raconter que, en fait, cette chose-là a été dupliquée également dans la recherche d'une solution oncologique à mon cancer. Mais pour faire une histoire très longue, un peu courte, après avoir quitté tous les soins classiques d'oncologie, on a fini par mettre au point avec les médecins avec qui je collaborais une toute autre façon de traiter le cancer. Et aujourd'hui, les PET scans qui m'ont été faits il y a quelques mois me disent qu'il n'y a plus de cellules actives tumorales, donc probablement là aussi la transe a participé à mes soins.
Comment exactement, je ne sais pas très très bien. Mais maintenant, ce que je voudrais simplement vous dire, c'est que j'avais quand même une vingtaine d'années derrière moi sur comment fonctionne le cerveau. Donc, les questions que je me suis posées, c'est, bien sûr, j'ai traversé toutes ces affaires-là, bien sûr, je pratique la transe. Qu'est-ce qui se passe pendant qu'on transe? Surtout la transe cognitive de Corinne, puisque, comme vous l'avez vu dans l'article qui a été publié il n'y a pas très très longtemps, il y a eu une revue qui a été faite sur l'ensemble des types de transe. Et la transe cognitive ne correspond à aucune autre des transes. Il y a des transes médiumniques, il y a des transes hypnotiques, il y a des transes de beaucoup de sortes. La transe cognitive est une transe qui est singulière. Je vais vous donner en quelques minutes la version que j'ai de la transe cognitive et la raison pour laquelle je pense qu'il y a une continuité complète entre une approche scientifique d'un côté et tous les possibles qui sont ouverts grâce à la science, à la transe cognitive. Aujourd'hui, on sait que quand le système nerveux central se développe de la naissance, enfin il commence avant la naissance, mais de la naissance jusqu'à l'âge adulte, et il n'arrête jamais de se développer, il n'y a pas de moment où on s'arrête, il y a quand même un point singulier. Et ce point singulier est un point très particulier qu'on appelle dans le vocabulaire de la spécialité la grande régression synaptique. Alors cette grande régression synaptique apparaît à peu près à l'âge de 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans à peu près, où à peu près 70% des synapses qui connectent les neurones entre eux disparaissent, se défont. Et cette étape-là correspond à une émergence de la focalisation. Et cette émergence de la focalisation va donner naissance à un certain nombre de phénomènes particulièrement avantageux dans le développement des humains. Ça va être le contrôle des sphincters, on ne fait pas pipi n'importe comment, etc. Mais ça va être aussi dans le contrôle des sphincters ceux qui contrôlent la nutrition de la bouche, mais aussi ceux qui contrôlent la parole. Et ça va être l'apparition de la parole, et d'une parole structurée. Elle a commencé plus tôt avec les babillements, les papas, maman à 1 an, puis petit à petit, elle est apparue, et vers 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, elle est très structurée. Mais qu'est-ce qui s'est passé au moment de cette grande régression synaptique? En fait, on a déconnecté des circuits neurologiques qui existent, mais on les a déconnectés, mais ils n'ont pas disparu. Ces circuits sont toujours là, et des années après, en fait, ces circuits sont toujours là. Qu'est-ce qui fait que cette régression synaptique se maintient? Pourquoi ces neurones ne se refont pas? C'est parce que, en fait, c'est un avantage formidable de se focaliser, d'utiliser de façon structurée un nombre limité de fonctions. Le premier avantage que vous pouvez imaginer, c'est écouter tous les bruits de son corps. Si on écoutait tous les bruits de son corps, mais ça serait infernal. Le corps est immensément bruyant. Donc la première chose qu'on fait, c'est d'apprendre, évidemment, de ne pas écouter les bruits de son corps. Donc on est actif pour débrancher cette affaire-là. Et quand, malheureusement, on le rebranche involontairement, on a des acouphènes et c'est pas toujours très agréable. Donc en fait, on a des avantages à déconnecter ces circuits. Mais en fait, on ne sait pas lesquels on doit déconnecter, dans quel ordre, et qu'est-ce qui se passe avec ces circuits-là. Alors ces choses-là ont été démontrées au laboratoire de Saclay, par le professeur Stanislas Dehaene, qui a étudié ces façons de voir le système nerveux se construire. Et il appelle ces circuits qui fonctionnent là des circuits qu'il appelle infraconscients. Mais ils sont très actifs et tout le temps. Et un exemple qui est donné très souvent, c'est les très grands blessés qui ont été attaqués par des fauves, qui ont survécu. On commençait à courir avant d'avoir la moindre conscience de quoi que ce soit.
Pourquoi ? Parce que des circuits infraconscients, on dit le danger est là. On ne sait pas d'où est le danger, on ne sait pas comment est le danger, mais on court déjà. Et on sait que ces choses-là sont avant la conscience, parce que les temps caractéristiques des circuits infraconscients sont de l'ordre de 50 millisecondes, alors que la montée en conscience est très lente, elle est de l'ordre de 300 millisecondes. Donc en fait, les circuits infraconscients, eux, ils sont inhibés en permanence par des circuits actifs qui les inhibent. Si maintenant on inhibe cette inhibition, alors attention, c'est une inhibition physiologique, c'est pas une inhibition psychanalytique. Hein. Si les circuits qui sont là, on arrête de les inhiber. Donc si on relâche tout, si on se laisse faire et qu'on arrête d'inhiber cette affaire-là, qu'est-ce qui se passe ? Tout simplement, il y a une quantité de circuits infraconscients qui vont pouvoir être réactivés. Parmi ces circuits infraconscients, il y en a énormément qui ont trait à la perception de notre corps, qui ont trait à des perceptions à distance. On sait qu'on a des perceptions à distance, hein. On a des rayonnements alpha, bêta, gamma qu'on peut mesurer à des dizaines de mètres de notre corps, etc. Donc on a des circuits qui nous permettent aussi bien d'émettre des perceptions à distance, mais aussi de recevoir des perceptions à distance. Et pour ceux qui ont eu des tout petits enfants, on sait très bien que les petits enfants, quand ils sont encore tout petits, à quelques mois, ils lisent dans la tête des parents, ils sentent dans la tête des parents, ils ne font aucune différence entre leur enveloppe et celle des parents. Donc en fait, eux, ils sont encore dans des perceptions qui sont directes parce qu'ils n'ont pas fait la grande régression synaptique. Donc ma vision que j'ai à l'heure de l'actuelle de la transe cognitive, c'est qu'on a la chance, en relâchant l'inhibition des circuits infraconscients, de les réactiver. De cette façon-là, tout un tas de choses qui nous semblaient inaccessibles, qui nous semblaient absolument impossibles, qu'on ne pouvait pas reconnaître, en fait, est tout simplement existant parce que les circuits sont là et qu'on peut les identifier et qu'on peut y accéder. La raison pour laquelle j'avais amené quelques-uns de mes cahiers de labo ici, c'est qu'on peut vous montrer ça par les observations que celui qui est impliqué dans la transe peut faire. Il se passe quelque chose. On parle dans votre tête. C'est vous ou c'est quelqu'un d'autre ? Comment savoir ? Puisqu'on partage avec cet autre moi-même qui se révèle pendant la transe cognitive, on partage les mêmes organes. Donc quand il me fait bouger, il me fait bouger. C'est mes mêmes organes. C'est moi qui bouge ou c'est pas moi qui bouge ? Donc la question qu'on se pose à ce moment-là sont des questions qui sont assez profondes du point de vue des stratégies qu'on doit mettre en place, du point de vue médical par exemple. Si on doit dire comment est-ce qu'on va soigner, comment est-ce qu'on va soigner ? Est-ce que le patient, il est complètement passif dans cette affaire-là ? Mais pas du tout, il va être actif. Actif à condition qu'il ait des connaissances là-dessus, qu'il puisse savoir comment il peut agir. Bon, eh bien, lorsque on prend ces notes, qu'on voit comment ça marche, que l'on voit que si on n'est pas sûr que quelque part c'était soi qui parlait ou c'était l'autre moi-même, eh bien on peut poser la question à l'envers. C'est toi qui as parlé ou c'est moi ? Et on a des réponses. Et donc on peut arriver petit à petit à faire la différenciation, bien que ça soit moi-même avec des circuits infraconscients, on peut dialoguer avec. Et ça, ce sont des découvertes que moi j'ai fait dans la pratique. Et ce que je pense aujourd'hui, c'est que si on veut étudier ce genre de choses-là, je me dirige vers l'aspect médical. On doit complètement changer le point de vue. Les patients ne sont pas des objets statistiques. On ne peut pas faire de statistiques avec eux. Elles ne sont pas pertinentes.
Par contre, on peut mettre les patients dans des procédures dans lesquelles ils sont interactifs entre ceux qui sont capables d'apprendre sur eux-mêmes, et de là, on sortira des règles d'une puissance bien plus considérable sur la façon d'utiliser tous ces circuits-là. Tout ce que je viens de dire, je l'ai dit sous ma propre responsabilité. Pour pouvoir démontrer ce genre de choses-là, je le sais, pour travailler en laboratoire, il faudra encore des années. C'est pas facile. Il faudra beaucoup de rigueur. Il faudra beaucoup de technologie. Moi, je travaille sur le développement de ces technologies, donc j'ai pas très peur de ça. Au contraire, c'est super enthousiasmant. Mais par contre, ce qui est clair, c'est que je sais un gré infini à Corinne pour avoir gardé vierge cette puissance de curiosité qui dit « il m'est arrivé quelque chose », mais en fait j'ai vraiment envie de le comprendre scientifiquement. Voilà, je vous remercie. Mettre un terme aux questions parce qu'on va devoir clôturer cette soirée et puis quitter aussi un jour le Palais des Congrès. Voilà. Bonjour, donc je rebondis un petit peu sur je suis là. Je ne sais pas si c'est moi qu'on cherche avec le visage. Donc je vois que si on reprend au début, vous disiez en 2001, ou non c'était même avant, je ne sais plus, on pensait que le chamanisme, enfin c'était une approche culturelle et pas... La transe chamanique, oui, oui. Hein, le chamanisme évidemment c'est une culture, hein, mais la transe chamanique, les techniques chamaniques. Enfin, bref, tout ça qu'il y avait une évolution et on voit que même jusqu'à aujourd'hui, donc en 2017, il y a beaucoup de changements dans ce que vous avez vécu, dans ce que vous avez expérimenté, dans ce que vous avez compris. Quand je dis vous, c'est l'ensemble des pratiques et donc voilà, je veux dire qu'aujourd'hui on sent comme si ça bouillait à huis clos au niveau scientifique et donc si on fait un petit déplacement dans le temps justement et qu'on va, je sais pas, en 2050 ou plus. Est-ce que vous pourriez nous proposer, que ce soit dans le domaine, je sais pas, pharmaceutique, militaire ou peut-être de la bienveillance ou je sais pas, enfin, si on explore un peu comment ça pourrait sortir tout ça dans le grand public. Voilà, juste quelques pistes parce que. Enfin, c'est ce que je dis. Moi, j'ai la sensation que ça bouillonne, mais on dirait que ça c'est expérimental maintenant pour que ça existe ensuite à plus large échelle. Mais comment? Et voilà, merci de répondre. Si je peux... Est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Si je peux donner quelques éléments de réponse, ils existent déjà. En fait, il a été démontré par une femme qui s'appelle Candace Pert, il y a maintenant une trentaine d'années, en étudiant les récepteurs de la morphine, puis ensuite les récepteurs de différentes drogues. Au moment de 68, c'était très à la mode de regarder comment ça marchait les drogues. Donc ça se faisait beaucoup. Et elle a effectivement identifié, comme on le lui proposait à l'époque, des récepteurs qui étaient localisés dans le cerveau. Ce qu'elle a en fait apporté quelques années plus tard, c'est que ces récepteurs existaient quasiment sur toutes les cellules du corps. Et que ce qu'on croyait être les émotions, localisées dans le cerveau, étaient en fait localisées sur tous les organes et toutes les cellules. Et en fait, aujourd'hui, on sent, on perçoit que connaître cet effet des émotions, dont on sait qu'ils peuvent avoir des conséquences considérables dans la santé des personnes, si on peut appréhender par des méthodes la perception de la circulation de ces émotions avec des circuits qui fonctionneraient, pour l'instant, je fais l'hypothèse que ça peut se faire. Ce qui sait aujourd'hui, c'est que moduler ces émotions-là apporte des bienfaits pour la santé. Ça, c'est clair. Maintenant, ce qui serait superbe, ça serait de pouvoir éduquer les gens à avoir la perception de ces émotions pour pouvoir être eux-mêmes des agents de leur guérison.
Probablement, pendant encore très très longtemps, les humains auront besoin d'aide et il y aura besoin de médecins. Mais ça serait déjà bien qu'ils puissent faire une grande partie du boulot par eux-mêmes. Bonsoir, je suis là. Merci énormément pour ces présentations. J'ai trouvé qu'elles allaient particulièrement bien ensemble et elles m'ont beaucoup appris. J'ai simplement un peu tiqué sur une remarque que vous avez faite, Corinne, au début, quand vous avez opposé le terme culturel et cognitif. Vous avez dit qu'avant, on considérait les phénomènes chamaniques en Mongolie comme les anthropologues les considéraient comme des phénomènes culturels et vous l'avez opposé au terme cognitif et c'est quelque chose qui m'a fait un peu... Je pense que tout ce qui est culturel se passe également dans notre cerveau et il me semble important que pour pouvoir avancer avec ces différentes approches scientifiques, qu'on puisse marier ces termes, qu'on puisse comprendre comment ils vont ensemble aussi. Et voilà, c'était simplement une remarque et je voulais vous le partager. Oui, tout à fait, bien sûr. Mais moi, à l'époque, j'avais été confrontée à ce questionnement. Voilà, donc ils avaient clairement posé ça. Quand on parlait de trans, on disait c'est une théâtralisation, en fait. Voilà. Et cette théâtralisation n'a rien d'un phénomène cognitif. Cette théâtralisation, on la prend, elle fait partie d'une culture et d'un rituel qui a une fonction, bien sûr. Hein. Peut-être une fonction cognitive après. Mais voilà. Donc j'avais été confrontée à ça, où pour eux, se pencher sur ce phénomène de trans, c'était un peu, pas intéressant, parce que ça faisait partie de cette culture et que pourquoi on se serait posé des questions là-dessus, qu'est-ce que ça pouvait apporter. Voilà, donc c'était juste ça. Bonsoir, merci à tous d'abord pour votre partage. J'avais 3 questions à vous poser. La première, j'aurais bien voulu reparler de la boucle de son et j'aurais voulu savoir en quoi elle consiste exactement, quelles sont les fréquences que vous utilisez ou comment est-ce que vous avez réussi à les synthétiser. Et la deuxième, c'était de savoir si cette boucle, vous la rendez disponible, si on peut la trouver quelque part, si... Vous avez comme projet de la partager justement avec des gens dans un certain cadre ou comment vous voyez la chose. Et la troisième, c'était si vous connaissiez ou si vous aviez déjà entendu parler des travaux du scientifique, je pense que son nom c'est Gaillard-Maillet, qui parle d'un double temporel qu'on aurait et qu'on arriverait à connecter à travers nos rêves. Donc comme ça fait aussi partie de choses qui parlent de la conscience, j'aurais voulu savoir ce que vous en pensiez, si vous connaissiez. Alors pour répondre à la première question, c'est comme une recette de famille, on n'en parle pas. Et ça reste, bien sûr, on peut expliquer des choses, mais ça reste un secret de fabrication, voilà, qui est un projet de recherche, qui fait l'objet d'une protection, enfin d'un projet de recherche. Donc, on dit pas comment c'est fait et de quoi c'est fait. Et pourquoi on le dit pas non plus, c'est parce que ce sont des objets qui sont assez puissants. Et qu'on peut absolument... Je ne sais pas où vous êtes. Ah voilà. Et qu'on peut absolument pas mettre dans les mains de tout le monde, justement, parce que la transe, c'est pas quelque chose d'anodin. Quand quelqu'un part en transe, il y a toujours un risque que la transe se prolonge trop longtemps et que la personne ne revienne pas. Alors elle revient en général, hein, mais si on tombe sur des gens qui ont des problèmes d'ordre psychiatrique, des gens qui sont psychotiques, ça peut devenir très violent et ça devient quelque chose qu'on ne peut pas faire tout seul, qui doit être encadré par des gens qui sont formés à ça et des gens qui sont formés à la transe justement pour être capable de ramener la personne, ce que savent faire les chamans. C'est-à-dire que ce que le premier chaman a fait avec moi, en fait, je revenais pas. J'étais partie dans cette transe et j'avais l'air d'y être très bien et j'avais pas envie de revenir. Voilà. Pourquoi ? Parce que j'avais perdu la personne avec qui je vivais et que probablement c'était une façon de m'échapper de cette réalité et d'être dans une réalité qui était plus agréable. Et je revenais pas. Pas parce que j'avais un problème d'ordre psychiatrique, mais parce que psychologiquement j'avais un traumatisme qui fait que j'avais pas envie de revenir. Et le chaman était très en colère après parce qu'il m'a dit il a engueulé Nara qui m'accompagnait et il lui a dit mais pourquoi tu m'as pas dit qu'elle était chamane ? J'ai mis 2 heures à la ramener, elle a failli mourir. Donc eux interprètent avec leur culture bien sûr. Ces esprits ont attaqué les miens ont attaqué les siens et tous les deux on a failli mourir. Bon.
Alors, en gros, ce qu'il voulait dire dans On a failli mourir, c'est que, pour lui, mon âme était partie de mon corps et qu'elle ne revenait pas. Donc il était en transe lui-même et il a mis 2 heures, dit-il, à me ramener. Donc les chamans parlent d'un danger lors des premières transes, justement, que si sur certaines personnes qui sont ou très sensibles ou dans des difficultés psychologiques ou psychiatriques ou tout simplement très sensibles et qui ont déjà développé ce don, le risque est grand d'avoir à aller les chercher pour les récupérer. Voilà, parce qu'elles s'en vont et elles sont... il est déjà arrivé, une personne, j'ai entendu parler en Inde, qui avait vécu une transe avec quelqu'un qui n'était pas bien formée, et elle s'était transformée en tigre. D'accord ? Le problème, c'est que le chaman ou la personne qui l'accompagnait n'a pas su la ramener. Donc elle s'est retrouvée à Sainte-Anne pendant 6 mois, parce que dans les services psychiatriques, on ne sait pas encore comment gérer ça. Et c'est pour ça qu'on travaille maintenant. On va essayer de voir si la transe, donc une personne en transe peut avoir une communication avec quelqu'un qui est parti vraiment dans une crise de dissociation ou une crise psychotique. S'il y a un moyen de la ramener, on a déjà fait des tests là-dessus, ça s'est révélé très efficace. Voilà, donc il y a un danger qui est en général lors des premières transes. D'accord ? Donc lors des premières transes, la personne peut partir et puis revenir, mais voilà, ou rester décalée. C'est-à-dire quand elle revient, elle n'est pas vraiment à sa place. Elle a une impression c'est désagréable. Elle n'est pas vraiment à sa place. Donc vous comprenez qu'à partir de là, on ne peut pas livrer ces outils dans le grand public parce qu'on ne sait pas ce qu'on a quelquefois. Voilà, on ne sait pas où on en est. Comme moi, je ne savais pas la première fois que j'ai vécu cette transe. Si ça m'était arrivé avec un chaman qui était incompétent, j'aurais eu des soucis. Voilà. Donc il faut rester responsable avec tout ça. Il faut rester responsable et il est hors de question de mettre ces outils dans le grand public sans que les personnes aient subi une formation vraiment approfondie. Et qui, quand je dis approfondie, c'est pas 3 week-ends. Je dis c'est pour être capable de ramener quelqu'un qui est en transe, c'est 2-3 ans de formation. Hein. C'est pas je fais 3 week-ends et je suis chamane et je ramène, tu vois. Ce qu'on apprend dans les stages de formation, c'est on apprend à auto-induire la transe. Donc moi je vois très bien si sur les personnes qui sont là, d'abord on leur fait remplir un questionnaire, on voit s'il y a des troubles d'ordre psychiatrique, s'il y a des troubles, on leur fait remplir un questionnaire, on a des réponses, et puis après ceux qui sont là, on les teste. On voit avec la boucle de son, si jamais ils partent trop loin, moi je peux aller les chercher, j'ai la capacité d'aller les récupérer. Mais si jamais ça leur arrive, il est hors de question de leur apprendre à auto-induire la transe, sans avoir compris pourquoi ils ont eu cette réaction, d'accord ? Donc toutes les formations qu'on fait là, sur 3 jours, c'est uniquement pour leur apprendre à vivre une transe, à comprendre, à le vivre, à comprendre ce que c'est, et à utiliser cet outil pour eux. Donc avec des artistes, et si elle est d'accord et qu'elle a encore le courage, Nathalie est une comédienne qui a fait le stage avec nous aujourd'hui, et son travail c'était la transe. Elle connaît déjà la transe, et pour elle c'était depuis l'enfance, c'était un phénomène naturel qu'elle vivait et que les autres souvent comprenaient pas autour d'elle, mais qu'elle vivait. Donc elle a compris aujourd'hui que c'était de la transe, pas aujourd'hui là dans ce stage, elle a compris dans sa vie que c'était de la transe, mais simplement comment utiliser cette transe sur scène, c'est-à-dire comment la maîtriser suffisamment pour être capable de dire un texte alors qu'on est en transe. Voilà. Et donc c'est l'exercice qu'on a fait aujourd'hui, et ça a été absolument magnifique. Alors voilà, elle propose aujourd'hui, si vous voulez, ce soir, c'est pas long, hein, mais de vous montrer comment on peut utiliser la transe de façon contrôlée. Ce qu'on apprend après, et donc on peut faire ça après. Donc la troisième question, j'ai oublié bien sûr, mais je connais pas la référence que vous avez citée, donc ça va se terminer très vite puisque je la connais pas. Voilà. Je propose qu'on prenne encore une question et puis il y aura la prestation de Nathalie. Enfin, je ne sais pas si on doit appeler ça la performance, prestation, enfin je ne sais pas quoi. Enfin, voilà. En tout cas, Nathalie est d'accord de le faire. Et puis, je vous propose de terminer avec ça. Alors je sais, il y a sans doute encore beaucoup de questions. Oui, je vois plein de mains qui s'agitent et voilà, je dois faire un peu mettre du temps. Et donc voilà, ça c'est aussi un peu là, il faut mettre un peu un cadre autour de tout ça et on ne va pas pouvoir répondre à toutes les questions.
Désolée, je suis vraiment désolée. Alors la question qui était là. Bonsoir, je voulais vous remercier en tout cas d'être aussi passionné dans ce que vous faites, parce que ça s'est ressenti. Je pense que, à mon avis, j'ai pas été la seule personne à être captivée. Donc, ça fait vraiment plaisir d'être face à des personnes, des exemples comme ça. Donc, merci pour le partage. Et les deux questions que j'avais, la première, c'était, Corinne, vous avez parlé d'une source d'information à laquelle on accédait en état de transe qui est associée au monde des esprits. Et dans la troisième intervention, celle de Marc, on parlait c'est ça, hein, c'est Marc. On parlait d'une mémoire, d'une source de savoir qui était, on pouvait dire, dans l'eau. Et est-ce qu'on peut faire un parallèle entre ce monde des esprits et cette eau, en considérant que l'atmosphère et l'oxygène qu'on respire est constitué aussi constitué d'eau? Oui, donc moi, quand on parle de conscience, évidemment, j'ai fait comme tout le monde, c'est-à-dire j'ai pensé que c'était dans le cerveau. Et ce que j'ai appris avec les trans de Corinne, et ça je ne peux pas vous expliquer pourquoi, c'est qu'on m'a dit dans les trans, la conscience est dans les membranes. Et c'est vrai que si vous regardez le cerveau, c'est quoi? C'est une surface repliée sur elle-même. C'est une membrane extrêmement performante. Et ça, c'est quelque chose que j'ai ramené des trans, la conscience est dans les membranes. C'est-à-dire que partout où vous avez une membrane, vous avez de la conscience. Après, je me suis posé la question, mais pourquoi les membranes? Et c'est là où vous voyez en biologie, la première chose qu'on vous explique, c'est que sur les membranes, c'est fait de graisse, mais vous avez ce qu'on appelle les têtes polaires, et ces têtes polaires se baignent dans l'eau. Donc c'est pas la membrane, en fait, pour moi, qui faisait l'information, c'était clair que c'était l'eau. Et donc, après, il y avait ce joli mécanisme qu'on a dérivé de la physique quantique, c'est-à-dire que la molécule d'eau, elle a cette capacité à s'exciter à une certaine longueur d'onde, et ça imprime une grille sur cette eau. Et après, on peut écrire sur cette grille. Et donc, est arrivée l'idée qu'on pouvait avoir, partout où il y a une membrane, une bactérie, un champignon, on peut avoir cette support d'information. Et évidemment, c'est ce qu'expliquait Francis, je te passe le micro après, c'est que cette information, on n'y a pas accès de façon consciente. On y a accès de façon inconsciente. Et la transe chamanique est un moyen d'aller puiser là-dedans, je vais vous donner les chiffres, hein, c'est des capacités énormes, si on en croit les chiffres. Donc on a là une source, on enregistre tout dans notre corps, sur nos membranes, et ensuite la transe nous permet d'aller lire là-dedans, parce qu'on ne peut pas le faire avec la conscience. Il nous faut un état modifié de conscience pour y arriver. Donc avec la boucle, on a l'outil. Voilà, donc je vous propose l'idée, après, elle vient d'un vécu, elle vient aussi d'une connaissance que j'ai, je la partage avec vous, après vous prenez, vous laissez, ça c'est un autre problème. Simplement pour renforcer un petit peu, ça vient des membranes. Si on regarde la bibliographie récente, c'est-à-dire une dizaine, une quinzaine d'années, les biologistes qui font de la biologie moléculaire travaillent beaucoup sur la compréhension des membranes cellulaires. Une membrane, c'est bien sûr une enveloppe, mais comme vous savez, les cellules, elles sont toutes spécialisées. Hein, il y a les cellules d'un type, d'un autre, etc. Ce qui veut dire qu'en fait, ce qui va faire leur spécialisation, ce sont les fonctions qui vont être attachées à une membrane, et les cellules seront spécialisées parce qu'elles ont des fonctions qui sont différentes, des potentiels redox qui sont différents, etc. Quand aujourd'hui on lit la littérature, une bonne partie des articles se focalisent sur l'influence qu'ont les fonctions pour structurer l'eau qui est juste derrière la fonction. Et donc, en fait, la description aujourd'hui des cellules, c'est pas un baquet d'eau qu'on a versé dedans. Ce sont des domaines d'eau qui sont structurés par les fonctions qui sont sur la membrane. Et chacun de ces domaines d'eau est structuré de façon différente. Donc en fait, on a, comme le dit Marc, non seulement on a un codage d'informations potentielles par l'eau, mais là on a un codage d'informations qui n'est pas potentiel, qui est direct, qui est l'influence des fonctions sur l'eau qu'elle structure. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui, alors nous c'est ce qu'on fait dans notre laboratoire,
Aujourd'hui, on arrive à mesurer le nombre de domaines d'eau différents que l'on peut observer. Et ils sont distinguables. On peut les distinguer par des mesures physiques. Donc c'est pas comme il y a une vingtaine d'années où on n'arrivait pas à faire ce distinguo. Aujourd'hui, nous, dans des polymères qui sont analogues aux membranes, on arrive à identifier de façon distincte de 8 à 12 types de domaines différents. Donc oui, il y a du codage et très probablement la membrane et l'eau qui y est attachée forment un ensemble qui code. Et de façon pragmatique, eh bien, les chamans, donc toutes les cultures chamaniques qui vivent la transe, utilisent la transe pour avoir accès à ces informations. Alors eux, ils appellent ça le monde des esprits parce qu'ils se rendent compte que c'est quelque chose qui leur apprend quelque chose dont ils n'avaient pas conscience. Mais c'est juste qu'il y a un dialogue qui s'établit entre quelque chose d'invisible et eux. Et donc forcément, quand on leur dit « ouais, mais c'est réel tout ça », ils disent « on s'en fout. On s'en fout puisque ça marche ». C'est quoi l'essentiel? C'est que ça marche, voilà. Donc eux, voilà, ils sont simples. Mais nous, on aime bien comprendre, et ça, c'est ce qui nous fait avancer aussi. Et après, je tiens vraiment à dire que tout ce travail en sciences et en neurosciences n'a pas pour but d'expliquer tout ça. De toute façon, il va falloir des dizaines d'années ou des centaines d'années pour arriver à comprendre la conscience et à comprendre l'intention de faire quelque chose. C'est très facile de savoir aujourd'hui comment le spermatozoïde va féconder l'ovule, mais qu'est-ce qu'il en est de l'intention d'avoir un enfant? Voilà. Alors le jour où on comprendra ça, hein. Voilà. Donc le but c'est pas d'expliquer tout ça. Le but c'est de rassurer les Occidentaux sur ces phénomènes, parce que naturellement il y a plein de gens qui vivent des expériences comme ça. Et quand on est face à ça, moi de plus j'en parle et plus les gens me disent mais oui mais moi j'ai vécu ça et ça me fait peur parce que je sais pas ce que c'est. Et du coup, en parlant de ça de façon scientifique, en expliquant aux gens que c'est un phénomène qui est naturel, que c'est un potentiel qu'on a en chacun de nous, les gens qui accèdent à ces phénomènes et qui ne sont pas forcément accompagnés, en Occident on n'est pas accompagné dans l'étude de ces phénomènes, eh ben, ça les rassure. Ça les rassure et ils se disent bon ben voilà, donc je vais pouvoir exprimer ça et petit à petit on va oser parler de tout ça parce qu'il y a plein de gens aujourd'hui voilà qui disent ben non j'en parle pas parce que sinon on me dit que je suis un peu c'est bizarre quoi. Voilà, donc on fait ce travail aussi pour ça et puis aussi pour emmener tous ces outils dans la médecine pour les emmener dans l'intérêt thérapeutique de ces outils. Voilà, comme on a fait pour la méditation et l'hypnose, aujourd'hui on a compris l'intérêt thérapeutique de tout ça. Et ben pour la transe, c'est nous qui avons, je veux dire, on a appelé ça transe cognitive, d'abord par respect pour la transe chamanique, parce que quand on vit une transe sans le rituel, sans le costume, sans tout ça, on ne peut pas oser appeler ça une transe chamanique, donc c'est pour ça qu'on appelle ça transe cognitive, et c'est aussi pour le séparer de cette culture qui est autre et qu'on respecte et qu'on on veut pas, enfin on peut pas associer à ça. Hein. Donc dans ce qu'on vit dans les stages, ce que je dis aux étudiants toujours, c'est que on développe un potentiel et ce potentiel il est propre à chacun et chacun va le développer à sa façon et il va nous donner accès à des capacités qu'on va découvrir et la pratique de la transe va faire que c'est une exploration de chacun, de chaque potentiel après et chacun va développer des capacités et un potentiel qui sera propre à chacun. Voilà. Donc tout ça n'est pas matérialiste, tout ça fait que simplement on fait ce travail pour rassurer en Occident sur ces phénomènes et pour permettre à davantage de gens d'y accéder et de pouvoir vivre ces moments qui sont, dire quand on a cette connexion à ces informations, cette connexion à cet environnement qui est amplifié, ce sont des moments extraordinaires. Hein. Là on peut vraiment parler d'extase et de moments de félicité vraiment. On retrouve la spiritualité dans l'acte de la transe. Hein, c'est magnifique quand on a l'impression de communiquer avec ce que vivent les étudiants, de communiquer entre eux par de la communication non verbale. Tout d'un coup, il y a quelque chose qui s'ouvre, c'est ce que disait Francis. Cette capacité à s'ouvrir, c'est formidable parce que tout d'un coup, on peut sentir ce que vit un arbre, on peut sentir s'il souffre, on peut sentir tout ça. Et ça, c'est merveilleux. Donc ça, c'est la spiritualité, le fondement de la spiritualité, vraiment. Et on le vit grâce à ces états.